Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Grosse actualité aujourd'hui autour de l'Olympique de Marseille avec la qualification très compliquée de l'OM à Villarreal hier soir malgré cette défaite 3-1. Le tirage au sort des quarts de finale en début d'après-midi, ce sera finalement les Portugais du Benfica Lisbonne pour ces quarts de finale. Premier match du côté de Lisbonne, le match retour au Vélodrome et puis bien sûr le déplacement à Rennes, ce sera pour ce dimanche. 3 jours physiques pour deux garçons qui sont de retour de l'Espagne il y a quelques minutes à peine. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jaco. Bonsoir les gars. On a frôlé la catastrophe quand même hier soir. Hein. On a frôlé la catastrophe, oui, bien sûr, parce que quand tu te retrouves mené 3-0 et qu'il reste 5 minutes et que tu sais qu'il va avoir 5, 6, 7 minutes de temps additionnel et que la dynamique elle est aussi violente pour l'adversaire qui fait tout pour que cette dynamique soit comme ça, hein, parce que autant l'OM avait tout fait pour écraser Villarreal au match aller, autant Villarreal a tout fait pour essayer de revenir un petit peu dans le game et c'est vrai que même si le premier but est arrivé assez tardivement dans le match, l'accumulation et surtout le nombre de situations chaudes et sur le but de Pau Lopez nous ont fait transpirer. Je peux juste vous dire, voilà, une anecdote. C'est pour ça que c'est super aussi d'avoir Jaco en déplacement. À un moment donné, je ne plaisante pas. Jaco était pas très bien, mais vraiment, il se sentait à la 90e, 90, 91e. Il était un peu apathique. Et parce que ce qui était en train de se passer était quelque chose que personne ne voulait voir. Et dans sa tête, il se disait, c'est pas possible, on va le prendre. Oui, bien sûr. Jaco, tout le monde a eu peur. Hein. Les joueurs, le staff, tout le monde, y compris la team BDS. Oui, parce que le scénario au cauchemar, il était en route quand on a vu Aubameyang rater cette occasion en début de deuxième mi-temps. On se dit, c'est pas possible. Et après, on avait l'impression que tous les ballons, ils revenaient à 250 à l'heure. Il n'y avait pas un joueur qui était capable de relever la tête, hormis Mbemba et Pau Lopez qui a fait quand même des arrêts importants, intéressants, qui a sauvé la baraque à plusieurs reprises, il faut le signaler. Mais c'est vrai que j'étais en souci, j'étais au fond de mon siège et mon Karim qui me tirait la veste pour me relever. Allez, ça va le faire, ça va y aller, ça va. Et ça fait du bien parce que des fois dans ta tête, tu as besoin d'un coup pour te remonter. Franchement, j'étais au fond du trou, oui. Avec un super Pau Lopez, effectivement, qui a sauvé la mise sur beaucoup d'actions. Et puis, le monsieur plus de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas marqué hier soir, mais qui a été passeur décisif. Voilà, on va voir le verre à moitié plein. Il a été passeur décisif sur le but qui éteint un petit peu la double confrontation. Mais c'est vrai que l'action qui rate à la 47e, il n'y a rien, encore une fois. Pierre-Emerick Aubameyang, on le sait, on connaît sa valeur, l'efficacité devant les barres. Mais là, c'est vrai que il a choisi la mauvaise option face à Jorgensen. Mais parce que si tu mets ce but à la 47e, il y a un partout, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est terminé. Tu les tues dans l'œuf, jaune en plus, comme ils étaient. Et du coup, là, tu les laisses revenir, tu les laisses espérer. Les supporters qui étaient à moitié, je sais pas s'ils venaient voir un match ou s'ils allaient au cimetière au début. Et au final, tout le monde s'enflamme un petit peu. Tu sens que les joueurs y croient. Et jusqu'à la fin. Et c'est vrai que l'action de classe internationale que nous réalise Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel, ce petit râteau roulette, l'accélération pour déposer tous les défenseurs, tu rentres dans la surface, on peut plus te toucher parce que sinon il y a penalty, et le ballon, il le met encore une fois. C'est comme quand il met des ballons de but dans des espaces très réduits. Là, il n'avait qu'un endroit pour mettre le ballon pour close et il le met. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce qu'il y avait de la fatigue ? Est-ce qu'il y avait du stress mal géré ? Est-ce qu'il y avait de l'agressivité pas suffisante ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Marc, il y a un état de fatigue générale à l'OM et une fatigue légitime. Je disais à Karim et à nos collègues aussi, les journalistes, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue mentale qui vient s'accumuler. On ne peut pas sortir de cette saison indemne comme on l'est maintenant. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de contrariétés, les réunions houleuses, les changements d'entraîneur, le président qui se déplace pas, Paris Saint-Germain, je pars, je reste. Beaucoup de choses sont passées et les joueurs, franchement, sincèrement, ils ont aussi subi tout ça. Donc, il y a un moment donné où, forcément, ce match-là,
tu as gagné 4-0, eh ben, tu as un certain relâchement. Obligatoirement. Tu es obligé d'avoir la même décontraction, elle est obligatoire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Après, je pense que faire une causerie, quand tu t'appelles Jean-Louis Gasset, en ayant un match où tu as gagné 4-0, c'est pas facile de motiver, et regarde ce qui aurait pu arriver. Est-ce qu'on peut définir un top 3 ou un flop 3 de ce qui s'est passé hier soir? Oui, je pense. Je pense que le top 3, alors bien entendu, même si il a encaissé 3 buts, il a retardé l'échéance et il a fait en sorte que l'addition ne soit pas aussi lourde que ce qu'elle aurait pu être. Donc Pau Lopez est dans le top 3. Oui. Je pense que Chancel Mbemba également peut être mis dans le top 3. Et après, allez, à la rigueur, peut-être le moins mauvais des joueurs du milieu de terrain, je mettrais Geoffrey Kondogbia. Mais c'est quand même... moi, je ressortirais que les deux premiers pour le côté positif. Après, par contre, il y a des joueurs qui ont été en difficulté. Là, le flop, tu peux faire un flop 4, un flop 5. Après, c'est pas que je veux oublier ce qui s'est passé hier, parce qu'il ne faut pas oublier. Il faut se servir de ce qui s'est passé, mais il faudra remettre les choses dans leur contexte. Quand tu vas avoir une trêve après le match de Rennes, beaucoup de joueurs vont partir en sélection. Quand ils vont revenir, tu vas te relancer sur un objectif, c'est-à-dire battre le PSG le 31 mars. Et après le PSG, tu auras une semaine pour préparer le match de Nice et la série avec Benfica. Donc, j'ose espérer que avec des joueurs supplémentaires et surtout un physique qui aura pu récupérer, un mental également, l'équipe sera pas dans les mêmes dispositions, quoi. Jaco, est-ce que toi tu considères que les choix de Gasset, ça n'a pas été les meilleurs ces dernières semaines, ou est-ce que ce sont principalement les joueurs qui sont passés au travers? Je pense que Jean-Louis Gasset nous a informés. Il a dit, je ferai jouer les joueurs les moins fatigués. Et donc, il a uniquement des joueurs qui sont le moins fatigués. Donc, il fait avec ce qu'il a. C'est difficile. Peut-être qu'il y avait d'autres choix. Évidemment, on aurait pu, peut-être, nous, on s'est posé la question avec Karim, pourquoi Kondogbia, Mumbagna n'a pas joué? Parce que c'est une question aussi à se poser. Parce qu'il n'a pas joué une seule minute. Et donc ça, c'est une véritable question. Pourquoi Unai est resté aussi longtemps sur le terrain alors qu'il était complètement à la cave? Donc voilà, il y a des interrogations. Mais dans ce genre de situation, forcément, il a des réponses à nous donner. Mais c'est vrai que les joueurs, en totalité, ils sont passés à travers. Amin Harit nous expliquait en conférence de presse, en zone mixte, que c'était difficile, qu'ils avaient vécu vraiment de la difficulté, mais au bout, il y a la qualification. Et j'ai envie de te dire, je disais tout à l'heure, tu as gagné 5-3 ce match. Parce que c'est un match de 180 minutes. Et tu as fait ce qu'il fallait. Donc, une qualification, il faut mesurer l'exploit que tu as fait ici à Marseille. Tu as gagné 4-0. Quand j'ai vu cette équipe là-bas, c'est pas du tout la même. Parce qu'il y a des drôles de bons joueurs, hein, malgré tout. Je rajoute quand même que c'est vrai que le score du match aller, il trompe tout le monde un petit peu. Parce que Marseille a fait un match d'anthologie au match aller. Mais Villarreal a été mauvais. Collectivement et individuellement, plusieurs joueurs ont été catastrophiques. Marcelino a été catastrophique dans le choix de ses joueurs du match aller et notamment au niveau du placement de certains joueurs. Mandy, c'était un défenseur central, il a joué défenseur central hier. Pourquoi il a joué latéral? Alors que Mosquera, qui est un défenseur latéral, pourquoi il a fait jouer central au match aller? Donc tu vois qu'il y a des choses, bon bref. Et tout ça pour dire que même s'ils sont 12e de la Liga, ça reste quand même une équipe avec de fortes individualités qui ont été capables, il n'y a pas 100 ans, il y a 3 ans, ils ont gagné la Ligue Europa. Donc, au coup d'envoi du match aller, tu n'étais pas vraiment le favori du match contre Villarreal. Et le fait que 90 minutes plus tard, tu te retrouves avec 4-0, on s'est dit, ouais, ça va, on se balade contre eux. Sauf que eux, à un moment donné, ils peuvent se réveiller. Azdin Ounahi qui prend la foudre un peu dans le débrief hier soir, ça vous semble sévère ou ça vous semble un peu logique? Il n'a pas été le seul à passer au travers hier soir. Par contre, il a cristallisé un petit peu les critiques. Ouais, c'est logique. C'est logique parce que c'est son état d'esprit. Quand tu joues ce genre de match, à un moment donné, Karim le criait à l'antenne, il faut aussi essayer de provoquer, essayer d'aller au contact. Combien de fois il s'est retiré
sur le but de Capou, on le voit, il court sans espérer quoi que ce soit. Donc c'est ce qui énerve les supporters marseillais, et à juste titre. À un moment donné, Azdin Ounahi, il est venu beaucoup d'entraîneurs, on attendait beaucoup de ce garçon, on connaît ses qualités techniques, les qualités physiques, on savait que c'était un joueur pas trop physique, mais on attendait autre chose. Sincèrement, sur le terrain, ça fait beaucoup trop. Maintenant, il n'a plus d'excuses. Il va falloir vite qu'il nous montre autre chose, parce que ça commence à nous inquiéter. Pendant le débrief, un auditeur nous disait qu'il fallait pas prendre trop en considération ce qui s'était passé hier soir, que c'était un match particulier, dans un contexte particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'il faut prendre tous les matchs quand tu les gagnes ou quand tu les perds? Non. Alors ça n'a pas la même valeur, parce que c'est un match que tu perds, mais qui ne t'empêche pas de continuer ton chemin. En championnat, quand tu perds un match, tu vas dire oui, mais bon, la semaine prochaine, t'en auras un autre. Sauf que les points que tu ne prends pas contre l'adversaire que tu as rencontré, ils peuvent te manquer à un moment donné. Là, la défaite, mis à part le coefficient UEFA qui va pas grimper en flèche, ça ne devrait pas, je l'espère, avoir d'incidence. Après, il fallait bien s'attendre un jour à ce que l'OM de Gasset perde un match, parce qu'on le disait semaine après semaine, ils ne vont pas gagner tous les matchs. Et c'est important de voir la réaction d'une équipe après un revers, qui compte ou qui compte moins. Là, on est quand même dans un moment où, moi, je le dis franchement et en toute simplicité, il va falloir tirer les enseignements de ce match. Mais il faut pas se mettre martel en tête et se dire attention, ça y est, on commence une dynamique négative et tout ce qui va avec. L'essentiel, là pour le coup, vraiment, c'est que l'OM ait été au rendez-vous du tirage au sort, que c'est pas Villarreal qui va jouer contre Benfica, c'est l'OM. Donc voilà, c'est quand même le plus important dans l'histoire, même si on aurait préféré que Aubameyang marque son but à la 47e et que finalement ça se termine sur un partout, une défaite 2-1, mais sans souffrir, en faisant peut-être plus de turnover aussi en deuxième mi-temps pour pouvoir préparer le match de Rennes. Passe décisive de Karim Attab, justement, qualification de l'OM, tirage au sort en début d'après-midi. Ce sont les Portugais du Benfica Lisbonne qui seront les adversaires de l'Olympique de Marseille. C'est pas le tirage le plus catastrophique, nous disait Karim en début d'après-midi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr, et tu rajoutes à ça qu'on reçoit en dernier. Donc on le voit, le match de Villarreal, c'est aussi un avantage de pouvoir les recevoir. Il faut se dire que le match aller, il faut faire le meilleur résultat possible. Ça, bien sûr, la palisse ne dirait pas mieux, mais tu as la possibilité chez toi, avec un stade archi-comble, de pouvoir remonter. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Effectivement, c'est un tirage assez gentillé, on va dire, parce qu'il y a de grosses équipes dans ce quart de finale, mais à un moment donné, de toute façon, s'ils sont là, Marco, c'est qu'ils l'ont mérité, évidemment. Donc il va falloir sortir un beau match. Mais je pense que l'OM, dans son stade, avec ses supporters, est capable de faire de belles choses, comme l'a fait contre Villarreal en gagnant 4-0. C'est pas un tirage, je suis désolé, c'est pas un tirage clément. C'est pas un tirage gentil, clément, c'est pas le pire. Voilà, il faut juste resituer les choses. Mais bien sûr, c'est un tirage difficile. Voilà, il faut le dire. Pas très difficile. C'est un tirage difficile. Parce que Benfica, c'est Benfica. Avec l'histoire et avec ce qui se passe depuis quelques saisons. C'est le champion en titre du Portugal. Ils sont deuxième à un point du Sporting. Bien devant Porto. Ils en ont pris 5 à Porto. En infériorité numérique, certes. Mais dans la même configuration du match qu'ils vont jouer contre l'OM, ils ont reçu les Glasgow Rangers et ils ont fait 2-2. Et hier, ils ont été gagnés en Écosse. 1-0 pour se qualifier. Le seul truc que je dis, c'est que pour moi, jouer Benfica, c'est moins difficile que de jouer Liverpool, le Milan AC, peut-être la Roma et les Leverkusen. Mais après, oui, sur le papier, je l'ai dit tout à l'heure, le favori, c'est Benfica. Mais quand je regarde, moi, la photographie de ce match-là, pour moi, c'est du 50-50 au bout d'un moment. Bien sûr, mais il y a 4 épouvantails qu'il fallait éviter, on les a évités. Après, effectivement, quand à ce niveau-là, c'est jamais un cadeau dans tous les cas de figure. Allez, les quarts de finale, ce sera les 11 et 18 avril prochains avec un match retour du côté du Vélodrome. Les tirages au sort, justement, enfin, le tableau pour les demi-finales est connu. Tu parlais de Liverpool tout à l'heure, ça risque d'être Liverpool ou l'Atalanta Bergame. Oui. Bon, après, à un moment donné, si tu te qualifies pour les demi-finales, c'est qu'il ne restera que 4. Hein. Donc, Liverpool ou l'Atalanta. Tant mieux. Avec un changement, puisque là, c'est le vainqueur de Benfica OM qui recevra
au match aller qui se déplacera chez le vainqueur de Liverpool-Atalanta Bergame. On n'en est pas là encore une fois, mais bon, si on avait le bonheur d'être là et de discuter d'un match entre l'OM et Liverpool, franchement, je serais très content. Ça voudrait dire que l'OM est qualifié pour les demi-finales. Allez, retour au championnat, dimanche, encore un déplacement du côté de la terre bretonne, du côté de Rennes, un club que Jaco connaît très bien. Match charnière, ça va pas être simple encore ce week-end. Peut-être qu'il faudrait être revanchard parce qu'on a fait un petit match dernièrement avec une élimination en Coupe de France. Oui, bien sûr, bien entendu. Mais après, il faut aussi au niveau comptable se rendre compte de ce qu'a fait Jean-Louis Gasset et son staff. Sincèrement, Marc, après cette qualification, si tu me demandes à choisir un match nul, je le prends. J'ai une trêve qui arrive, je vais reposer un peu tous les esprits. On a gaspillé beaucoup d'énergie. Je pense que les esprits ont besoin aussi de redescendre un petit peu. Bien entendu que si on peut gagner, évidemment que j'ai envie de gagner, évidemment. Mais c'est un parcours tout simplement exceptionnel qu'a fait l'OM. Donc un match nul contre Rennes, à Rennes, je le prends. Avec des enjeux comptables, Jaco parle de l'approche comptable. Des enjeux comptables, l'Olympique de Marseille est 7e avec 3 points d'avance sur Rennes, mais 3 points de retard sur le 4e. Il y a des enjeux parce qu'il y a des matchs avec des concurrents directs. Il y a un Lens, un Brest-Lille, il y a un Lens qui affronte Nice. Donc, non, mais en plus, les lignes peuvent bouger. Et en plus, lors de le dernier match de la journée, c'est Montpellier-PSG. Et toi, tu vas jouer en avant-dernier. Donc, tu connaîtras les résultats de Lens-Nice qui se joue samedi soir et de Brest-Lille qui se joue à 13h. Donc, bien entendu, tu risques d'avoir peut-être un petit coup de chaud en te disant, en gagnant, tu reviens à 1 point, ou alors tu reviens à égalité, ou alors tu restes à 3 points, mais tu écartes. Dans tous les cas, Gasset ne veut pas faire ce genre de calcul, regarder trop le tableau de marche. Pas encore, on est trop loin de la ligne d'arrivée, il peut se passer trop de choses. Et le seul truc qui est vrai, c'est que tu as un match dans le match avec Rennes. C'est-à-dire que Rennes est à 3 points de toi. Si tu gagnes, tu les mets à 6 points. Si tu fais un match nul, tu les laisses derrière. S'ils te battent, ils reviennent à ta hauteur. Et en vrai, rien n'est catastrophique. Mais faire un bon résultat, tu parlais d'une revanche par rapport au match de Coupe de France, on en parlait dans la voiture. C'est pas du tout la même équipe de l'OM qui va jouer. Je rappelle quand même que Bilal Nadir, pêcheur qui a été blessé ce soir-là, était titulaire, comme Amir Mourio. Bilal Nadir qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Très bonne nouvelle. Ouais. Et c'est très bien pour le jeune. Et c'est bien aussi de la part de l'Olympique de Marseille de faire ce genre de choses. Mais c'était le premier match de Onana. C'était le premier match d'Ulysse Garcia. En attaque, t'avais Aubameyang et Vitinha. Donc, tu vois, il y a des choses quand même un petit peu différentes. Le seul point positif hier soir, c'est que Ndiaye, Sarr, Harit, Aubameyang, ils ont tous joué une mi-temps. Ni plus, ni moins. Donc, tu peux tirer sur la corde encore une fois avec le secteur offensif. C'est plutôt défensivement et au milieu qu'il va falloir essayer de trouver une bonne formule avec le retour potentiel de Pape Gueye. Est-ce que Jean Onana sera là aussi pour au moins être sur le banc et donner un coup de main? Est-ce que Ulysse Garcia, qui est sorti un petit peu blessé également lors du dernier match face à Nantes, fera partie du groupe? Autant de questions qui sont posées, mais oui, c'est un match important parce que en face c'est Rennes et que Rennes offensivement a quand même une capacité à marquer beaucoup de buts. Jaco, gestion d'effectifs, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure de la part de Gasset pour ce match face à Villarreal. Qu'est-ce que tu as envie de voir, toi, à Rennes ce dimanche? J'ai besoin d'avoir un milieu de terrain un peu plus précis dans les passes parce que on a manqué beaucoup de précision. On a récupéré des ballons, mais on les perdait trop rapidement, à l'image de Jordan Verretou et même de Kondogbia. Donc il va falloir à un moment donné essayer de se reposer et de poser le ballon correctement. On l'a vu à plusieurs reprises, le coach demander de tranquilliser. On rejetait le ballon directement en première intention. J'ai besoin aussi d'avoir deux latéraux, notamment Klaus et Merlin, qui soient un petit peu mieux parce qu'on Klaus a été bien noté grâce à son but, mais on se rappelle la première mi-temps ce que lui a fait Capou sur le côté, c'est quand même il a fait, on appelle ça lui faire l'amour, donc ça a été compliqué. Quentin Merlin, je le trouve encore une fois beaucoup en difficulté au niveau de ses relances et l'imprécision. Donc j'ai besoin d'avoir des joueurs
Parce que défensivement, cette équipe, on ne se rend pas compte. Même si tu fais une défense à 5, les 3 centraux travaillent beaucoup. Je veux aussi parler de Meïté. Meïté est en train de monter. On ne se rend pas compte, mais c'est un joueur qui joue très peu. Là, il joue de plus en plus. Et on lui fait un peu plus confiance. Et ça prouve qu'il le mérite. Parce que hier soir, il était en difficulté contre Simon Moses, contre Nantes. Il est en difficulté, mais il s'accroche. Il va au combat. Tu peux pas lui reprocher. Donc les trois, la Balerdi, Mbemba, Meïté, c'est costaud. Il va falloir que les deux sur le côté, s'ils jouent à 5 comme ça, ils soient un peu plus costauds défensivement. Est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille reprendre sa marche en avant? Séquence pronostique, on va démarrer avec toi, Karim. Oui, moi je vois une victoire de l'OM au Rosenpark sur le score de 2-1, voire même peut-être un 3e, mais ne soyons pas trop gourmands. Mais je vois bien l'OM faire un joli coup au Rosenpark et continuer cette dynamique au moment où la trêve va arriver. 2-1 pour Karim Attab. Jaco. Moi, je veux dire pareil que lui, je vois bien Aubameyang en pleine bourre et il peut avoir les capacités avec beaucoup d'espace, puisque je pense qu'on sera un petit peu acculé. On a vu que hier soir, il avait cette vitesse encore qui peut faire beaucoup de mal aux défenses adverses. Donc pourquoi pas. Et je vais te dire 2 buts d'Aubameyang. Allez, un doublé d'Aubameyang pour ce déplacement au Rosenpark face à Rennes. L'Olympique de Marseille qualifié pour les quarts de finale face à Benfica. On vous rappelle les dates, les 11 et 18 avril. Et puis en déplacement pour le championnat de Ligue 1 ce week-end. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots. Vous allez aller vous reposer un petit peu parce que vous avez donné de votre personne pendant 3 jours. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Bon week-end, bon match et à lundi.